Le Crous, c'est quoi pour vous et que représente-t-il à vos yeux? Bon, alors moi, j'avais indiqué que c'était un établissement public dont l'ensemble des services, je pense, c'est l'essentiel. L'ensemble des services a pour mission de créer les meilleures conditions pour que les étudiants réussissent leurs études. Je crois que c'est ça l'idée générale du Crous. Voilà. Créer des conditions optimales pour les étudiants afin qu'ils réussissent leurs études. Quels seraient trois mots emblématiques pour le définir? Alors, il y a beaucoup d'activités au Crous, hein. Il y a aussi la culture, les aides sociales, etc. Mais je dirais que s'il faut les résumer en trois mots, moi j'ai indiqué d'une manière générale les aides financières ou les bourses, hein, on va dire, l'hébergement et la restauration. Je crois que c'est les trois mots qui définissent le mieux le Crous, même si ensuite des services annexes, mais les trois mots c'est aide financière, bourse, hébergement, restauration. Quels seraient ces services annexes selon vous? Bah, les services annexes, c'est la culture, hein, les services culturels, euh, tout ce qui est aussi non plus être tout à fait aide financière, c'est à la limite des aides financières et d'autres aides, mais l'écoute du service social, hein. On a quand même un service social très important dans les Crous qui permet de recevoir beaucoup d'étudiants par an et de les écouter à la fois donc sur des problèmes qui peuvent effectivement être des problèmes financiers, mais aussi des problèmes de relation avec les parents, des problèmes divers, enfin, que peut rencontrer quelqu'un qui a autour de 20 ans, quoi. Voilà. À quelle occasion ou sinon dans quelles conditions avez-vous intégré le Crous? Alors tout simplement, ben, j'ai passé un concours national, un concours externe d'attaché d'administration scolaire et universitaire en 1982. Et à la suite de la réussite à ce concours, j'ai reçu une nomination par le rectorat de Lille, hein, le rectorat qui va, en fonction des résultats du concours, placer les gens dans différents emplois. Donc, j'aurais pu travailler à l'université, j'aurais pu travailler dans un établissement scolaire, et on m'a proposé le Crous de Lille. Et jusqu'à quand y avez-vous travaillé? Donc, j'y ai travaillé jusque 2015, Ok. hein, donc de 1982 à 2015. Euh, Auparavant, j'avais été, bon, pour l'anecdote peut-être, j'avais été pendant toute la durée de mes études, puisque je suis titulaire d'un Master 2, enfin on n'appelait pas ça Master 2 avant, on appelait ça DEA, Diplôme d'études approfondies, un Master 2 de droit, et j'avais été surveillant d'externat dans un collège pendant toute la durée de mes études. Lorsque vous avez travaillé au Crous, c'était toujours pour les mêmes fonctions ou est-ce que vous avez exercé des missions différentes? Non. Euh, j'ai exercé beaucoup de missions différentes pendant ma carrière au Crous. D'abord, toute ma durée de vie, on va dire, au Crous, 1982-2015, j'ai été responsable du service international, c'est-à-dire de l'accueil des étudiants étrangers qui viennent étudier à Lille. De 1993, donc toujours, donc c'est des périodes qui se juxtaposent, hein. De 1993 à 2015, j'étais responsable du service culturel du Crous. De 1997 à 2002, j'étais responsable de la division vie de l'étudiant, c'est-à-dire notamment de tout le service des bourses, hein, et des aides financières qui sont quand même très importantes au Crous de Lille. Et puis, à la fin de ma carrière, de 2012 à 2015, j'ai été directeur du site de Lille 1, c'est-à-dire responsable de toutes les installations du Crous qui se trouve ce qu'on appelle la cité scientifique, hein. Donc c'est-à-dire 4000 logements étudiants, euh, 4 restaurants universitaires, et puis je gardais pendant ce temps-là toutes les attributions que j'ai citées juste avant. Et en quoi vos fonctions consistaient précisément? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors ça, j'ai eu un peu de mal à le dire parce que il y a tellement de choses il y a tellement de choses à faire que là, on passerait toute la journée pour le définir, hein. Euh, Quand on est responsable d'un service, ben, ça veut dire qu'on doit organiser la vie de ce service, on doit organiser le logement des étudiants en fonction des capacités de logement,
On doit régler les problèmes particuliers des étudiants étrangers parce qu'il y avait un accueil, bien sûr, il y avait des personnes qui étaient chargées de l'accueil des étudiants étrangers, mais il y a aussi de temps en temps des difficultés qui se posent aux étudiants et donc ils souhaitent rencontrer le responsable, etc. Donc il y a ça. Quand on parle des bourses, ça veut dire qu'on doit tout faire en étant responsable du service pour que tous les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Donc il faut veiller à ce que le rythme de traitement des dossiers, d'instruction des bourses se fasse le mieux possible pour que dès la rentrée universitaire, on puisse payer un maximum d'étudiants, quoi. Un étudiant ne peut pas attendre le mois de décembre pour commencer à toucher une bourse. Donc il faut essayer de faire en sorte que les personnels qu'on a sous sa responsabilité soient performants dans l'étude des dossiers. Sur la culture, c'est pareil. Moi, pendant 1993 à 2015, est-ce que je disais, ouais, donc ça fait 22 ans, j'ai organisé toutes les réunions qui accordaient des aides à des projets étudiants, des projets culturels étudiants. Donc ça veut dire qu'on organisait entre 3 et 4 réunions par an. On avait quelquefois autour de 80 dossiers à voir sur une journée. Et à chaque fois, moi, je tenais absolument à ce que les étudiants viennent présenter leur projet. Parce que, bon, lire un dossier, c'est bien, on le lisait. De toute façon, je les lisais tous avant, naturellement. Mais c'est encore mieux quand les étudiants viennent, soit seuls, moi, j'autorisais qu'ils viennent à plusieurs, d'ailleurs, pour présenter leur projet culturel, qui était de toute nature. Ça peut être un concert, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être tout ce qu'on veut. Et donc, c'était assez formateur. Et moi, j'essayais aussi de les voir avant le dépôt du dossier, leur indiquer les pistes. C'est-à-dire que, bon, quand on monte un dossier pour la première fois, on n'est pas forcément toujours très compétent sur ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il faut souligner, etc. Donc, je les voyais avant. Et ça prend du temps, parce que j'en ai vu on peut dire des centaines et des centaines. Après, parmi tout ce qu'il fallait faire, il y a eu aussi, je reviendrai peut-être tout à l'heure, à partir de 2004 jusqu'à 2015 quand je suis parti, la création d'un lieu culturel qui s'appelle le Sully, qui se trouve sur le campus de Lille. C'est dans un restaurant universitaire, mais on avait une salle dédiée et on appelait ça le cabaret du Sully. Et moi, j'y ai organisé pendant 11 ans, et ça a continué un petit peu après moi, des concerts, des pièces de théâtre, des projections, et j'ai organisé plus de 300 événements dans ce lieu, avec une comptabilisation d'à peu près 30 000 personnes qui sont venues. Et là, c'est pareil. Bon, il faut faire la programmation, il faut être présent pour voir si tout va bien, il faut... voilà, donc c'est un très très gros boulot, quoi. Voilà, pour donner déjà quelques exemples. Bon, après, comme j'étais responsable du campus ces dernières années, il faut aussi s'assurer que le personnel est bien en place partout, dans les résidences, dans les restaurants. Si on prend le cas d'un restaurant, si vous avez des absents dans un restaurant universitaire, vous savez, les gros restaurants, il y a facilement 40 personnes qui travaillent. Et si vous avez le matin, on vous téléphone pour vous dire il y en a 10 qui sont pas là, les étudiants, eux, ils vont pas dire bon, je viendrai manger dans 2 heures, il faut que tout soit prêt. Et donc ça veut dire aussi que là, il faut réagir et embaucher très rapidement. Alors, on avait des étudiants sur le coude, mais ça veut dire qu'il faut embaucher ce qu'on appelle des CDD, des vacataires étudiants qui vont venir bosser 3-4 heures pour éventuellement préparer des assiettes, faire du ménage, faire de la plonge, parce que c'est indispensable aussi dans un restaurant universitaire. Et donc là aussi, c'est une réaction à tout ça par rapport à des recrutements de personnel qu'il faut faire. Voilà, ça vous donne... mais il y a encore, on pourrait décrire plein de... Donc, Et vous m'avez aussi parlé que vous étiez en charge du service international. oui. Quelles étaient les fonctions également un peu plus précises Alors, que vous avez à faire par rapport à cela? les fonctions du service international, elles étaient surtout de 2 types. Premier type qui concerne tous les étudiants étrangers, c'est-à-dire le point du logement.
hein, c'est-à-dire voilà, loger le plus possible d'étudiants étrangers, sachant que la pression des étudiants français, elle existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants français qui cherchent un logement. Donc c'était assez compliqué parce que on n'avait pas assez de place pour tous les étudiants étrangers. Et donc on en recevait beaucoup, hein. On essayait de les accueillir quand même dans un lieu qui était le lieu d'accueil des étudiants étrangers. Et quand on ne pouvait pas les loger, essayer de leur trouver d'autres solutions, hein, dans le domaine du logement en ville ou dans d'autres structures qui pourraient les héberger. Mais c'était une question qui était très lourde, très difficile parce que ils étaient assez nombreux et que pour un étudiant étranger, ne pas être logé au Crous, c'est une grosse difficulté. C'est-à-dire que, bon, un étudiant français, peut-être qu'il va se débrouiller parce qu'il va pouvoir trouver un logement en ville et le payer. La plupart des étudiants étrangers étaient quand même financièrement pas dans une situation exceptionnelle. Donc, le logement du Crous était très important pour eux. Mais malheureusement, on ne pouvait pas loger tout le monde. Il y en avait, alors, ce qui fait que il y avait quelquefois des étudiants qui logeaient à plusieurs dans une chambre de 9 mètres carrés, quoi. Alors que c'était interdit normalement, mais bon, voilà. Mais donc ça, c'était une des missions. La deuxième mission, c'était de gérer. Alors, je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, mais enfin, de gérer la bourse d'étudiants étrangers, qui n'est pas la même bourse que celle des étudiants qui sont en France, et des étudiants français. C'est ce qu'on appelle des bourses de coopération. C'est-à-dire que ce sont des gens, des étudiants étrangers, souvent d'ailleurs de très bon niveau, hein, ils viennent souvent pour des doctorats, des troisième cycles, et qui reçoivent une bourse de coopération. C'est-à-dire l'idée, c'était de dire, on donne une bourse à des étudiants qui ont un très bon niveau, parce que on sait qu'il y aura un retour plus tard, quand ils retourneront dans leur pays, ils feront appel à des technologies, à des entreprises françaises. Hein. Donc c'était une forme d'investissement, parce que quelquefois les gens n'ont pas compris. On disait, tiens, pourquoi on donne des bourses à des étudiants étrangers Donc ben, voilà, d'abord ils étaient sélectionnés, c'était pas les plus mauvais. Et puis l'idée, c'était un investissement sur l'avenir pour que voilà. Alors pour eux, il y avait vraiment un travail très particulier, c'est-à-dire qu'on les accueillait dès leur arrivée, on allait les chercher à la gare, on les accueillait au Crous, on allait les conduire en résidence. Quand ils avaient un problème, ils venaient nous voir. On était un peu leur deuxième famille d'ailleurs, hein, ils venaient nous voir. Et puis on organisait tout au long de l'année, je reviendrai peut-être, des activités de découverte de la France avec eux. Et on a fait pendant plus de 20 ans, hein, en 30 ans, des voyages avec eux. Par exemple, on est parti une semaine en Dordogne. Je vais garder un document, je vous le montrerai après. Mais donc voilà. Donc on faisait des voyages avec un bus où il y avait 15 à 20 nationalités différentes. On s'apercevait d'ailleurs que tout le monde s'entendait bien, même si c'était des gens originaires de pays qui s'entendaient pas, hein, au niveau de leur gouvernement, enfin entre. Mais on a quelquefois eu un bus avec un Israélien, des Palestiniens, des Irakiens, des Iraniens. Enfin, donc ça c'était, je trouve très porteur d'espoir, même si l'espoir est un peu en baisse aujourd'hui, mais voilà, on se disait, bah finalement, il n'y a pas tellement de différence entre les gens quand on les retrouve dans un lieu comme ça. On est allé dans les Alpes, dans le Jura, et on se retrouvait le soir, là, les gens jouaient à différents jeux, aux échecs, mais c'était bien, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis troisième rubrique, un petit peu moins importante pour le service international, c'était le développement des rencontres avec le Crous de Cologne, ce qu'on appelle le Studentenwerk, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Voilà, c'est les équivalents du Crous, mais en Allemagne. Donc le Crous de Lille était jumelé avec le Crous de Cologne. Pendant quelques années, on était aussi jumelé en même temps avec on va dire le Crous de Lisbonne, le Crous du Portugal, sachant que la structure est un peu différente.
En Allemagne, c'est tout à fait comparable à la France, c'est-à-dire il y a un Crous, Studentenwerk, qui est indépendant de l'université, tandis qu'au Portugal, le Crous, enfin existe, les services du Crous existent, mais c'est un service de l'université. Bon, voilà, bon, mais qui a les mêmes missions d'hébergement, de restauration. Donc on organisait chaque année une rencontre entre les 3 pays, maintenant c'est plus qu'avec Cologne, sur un sujet particulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait un thème. Alors ça pouvait être l'hébergement, ça pouvait être les bourses, ça pouvait être la culture, et à chaque fois on faisait donc des rencontres comparatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait au Portugal, qu'est-ce qu'on fait en France, et on essayait de tirer un petit peu le meilleur, trouver une idée ou une démarche qui était intéressante dans un autre pays. C'est par exemple, alors je ne sais pas si ça a été mis en place à Lille après, mais je m'étais rendu compte il y a déjà longtemps qu'ils avaient en Allemagne un service téléphonique d'aide aux étudiants qui étaient en difficulté, une sorte de service de nuit, là. Donc un étudiant qui va pas bien, il peut appeler, alors je sais plus comment ça s'appelait. Je pense que ça existe peut-être à Lille maintenant, mais je sais pas. Ça existe à Lille Mais je sais actuellement. pas qui l'a mis en place d'ailleurs. Je sais pas si c'est le Crous ou s'il y a une association plutôt. Je sens que c'est une Ouais, c'est association ça, ouais. étudiante. Tandis que là-bas en Allemagne, c'était encadré un peu par le Crous, quoi. Bon, mais voilà. Donc c'est les 3 grosses missions du service international. Je sais plus où on en était du coup après. Pour essayer un peu de rebondir sur votre quotidien, entre guillemets, est-ce que vous pourrez me décrire une sorte de journée type quand vous allez au travail? Quelle était votre Non, journée type? Il n'y a pas vraiment de journée type, il n'y a pas de... c'est vrai que celui qui travaille à l'agence comptable de la Crous et qui doit vérifier toutes les factures tous les jours, c'est une journée type. Mais moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai jamais eu une journée type au Crous, sauf bien sûr, bon, vous organisez une réunion pour donner comment dirais-je, des aides financières à des étudiants. Oui, bon, ça, c'est une journée type qui arrive plusieurs fois dans l'année. Mais je dirais, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas tellement de journée type parce que l'ampleur de ma mission étant tellement importante que il y avait toujours de l'inattendu, pratiquement tout le temps, toujours beaucoup de problèmes à résoudre, hein, c'est-à-dire des problèmes qui vous tombent tous les 10 minutes, vous avez un problème qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans un restaurant universitaire, il y a un problème dans une résidence, je sais pas, ça sent le cannabis dans un couloir, les femmes de ménage se plaignent parce qu'ils doivent respirer le cannabis des étudiants, etc. Donc voilà, il faut recevoir un étudiant qui, qui fait des troubles dans la résidence. Enfin, donc non, je peux pas dire que j'avais pas de journée type, tellement il y avait le domaine était tellement vaste et les problèmes, non, donc non, j'ai pas de journée type. Je peux pas, non, répondre à cette question. Non. Mais par contre, vous avez eu une carrière assez longue de 82 à 2015. Est-ce que ça peut être aussi différencié selon les fonctions que vous avez eues, mais est-ce que vous avez perçu une sorte d'évolution entre votre arrivée au sein du Crous et votre départ éventuellement jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous percevez des Depuis 10 différences ans, comme je notables? suis parti déjà depuis 10 ans, ça passe vite. Ouais. Bah, les évolutions, oui, j'ai quand même, on va dire, vécu des évolutions technologiques importantes. Parce que moi, quand je suis arrivé au Crous en 82, il y a encore des machines à écrire. Mhm. C'est fou, hein? On commence à avoir des machines à écrire quand même électriques. C'est-à-dire avec la boule, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? C'était pas c'est pas je sais pas si c'était connu je sais pas comment ça s'appelle la frappe, là, les bâtonnets qui tapent. Mais après, il y a eu des machines à écrire à boule. Puis on a commencé un peu l'informatique, mais c'était des machines énormes pour un résultat qui était pas forcément brillant. Donc ça, c'était enfin, sur l'ensemble de ma carrière, c'est vrai qu'il y a eu une très très grosse évolution technologique, hein, pour un développement de l'informatique qui était très important. Euh, il y a eu la deuxième évolution, ça a été quand même aussi l'évolution du nombre d'étudiants, parce que finalement, on a doublé le nombre d'étudiants. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'académie, il faut vérifier ce chiffre, mais dans l'académie de Lille, il doit y avoir à peu près 180 000 étudiants, quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé, je crois qu'on était à 90 000. C'est-à-dire on a multiplié par 2
le chiffre. L'autre évolution aussi, ça a été quand même qu'il y a eu de nouveaux publics étudiants qui sont arrivés, on va dire, à l'université. C'est-à-dire que bon, en 1982, on était encore sur des publics plus aisés d'enfants qui venaient à l'université. Puis ensuite, un peu à la fois, voilà, avec d'une part les universités de proximité, on va dire, hein, c'est-à-dire bon, comme l'université d'Artois, à Reims, on va dire, puis Béthune, etc. L'université du Littoral, l'université de Valenciennes, bon, on a créé un besoin nouveau, de nouveaux étudiants, on va dire, hein, puisque peut-être que des gens ne seraient pas allés à Lille, comme ils ont pu avoir une université pas très loin d'eux. Bon, donc on a eu un public moins favorisé qui est arrivé sur le marché étudiant, quoi. Et forcément avec des comportements qui pouvaient être différents et plus demandeurs d'aide, puisqu'ils étaient issus de milieux plus... Voilà. Donc c'est les trois grosses évolutions, on va dire, que je pourrais noter sur cette période-là. Donc voilà les évolutions qu'on a pu voir. Voilà. De manière générale, on dit que le rapport des étudiants par rapport au Crous est assez pessimiste, mais inversement, quel est le rapport que vous entretenez avec les étudiants? J'ai toujours été partisan de rencontrer les étudiants. Avec un emploi du temps pourtant extrêmement chargé, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants. J'ai toujours laissé ma porte ouverte, donc tous ceux qui voulaient me voir, bien sûr, je prenais des rendez-vous, sauf s'il y avait une urgence. Mais j'ai toujours été pour un rapport très humain de l'administration. Tous ceux qui voulaient me rencontrer m'ont rencontré, et moi pareil. J'ai aussi rencontré des étudiants qui ne voulaient pas forcément me voir, mais qui posaient des problèmes en résidence, par exemple. Ça peut être des problèmes de bruit, d'alcool. Donc j'ai toujours fait en sorte de les recevoir pour j'allais dire, les remettre dans le bon chemin et leur indiquer que je voulais jamais prendre les gens en traître. C'est-à-dire, avant d'expulser par exemple un étudiant d'une résidence, ça arrive, hein, il pose des troubles trop importants à tout le monde. J'ai toujours pensé qu'il fallait le voir avant et lui donner une chance. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, il s'est passé ça et ça, mais bon, ça pose problème. Maintenant, il faut rentrer. Donc voilà. Donc Pour rebondir un peu, vous venez de me citer un ensemble de valeurs que vous aviez en rejoignant le Crous. ouais. Est-ce que vous pensez que vos valeurs d'accueil, en particulier des étudiants étrangers, étaient en adéquation avec les missions du Crous? On va dire que c'était les deux. C'est-à-dire, je pense que c'était quand même des valeurs qui étaient un peu inhérentes au Crous lui-même. Moi, j'en étais convaincu pour plein de raisons, mais voilà. Est-ce que pour vous, selon vous, votre investissement au sein du Crous a-t-il contribué à la réussite des étudiants? Oui, oui, si. Mon investissement, il a été intéressant parce que, je vais donner un exemple. Là, je viens de vous parler de cet accueil d'étudiants étrangers là qui arrivaient sans logement et qu'on logeait pendant 3 nuits. Si on considère aussi le campus de Lille 1, moi j'ai mis en place ce qu'on a appelé le cabaret du Sully, donc dans un restaurant universitaire du campus, à proximité de l'arrêt de métro 4 Cantons, dans lequel j'ai organisé pendant 11 ans avant de partir, plus de 300 événements. Bon, ça a permis quand même à des étudiants, ça paraît pas, mais moi j'ai vu plein d'étudiants qui descendaient de leur chambre, qui se trouvaient à 50 mètres du lieu, venir voir un concert, une pièce de théâtre, etc. Et il y avait quand même des étudiants, notamment peut-être ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui venaient de milieux plus défavorisés, qui voyaient pour la première fois un concert. Bon, ils en avaient vu à la télé, sur Internet, mais de voir un groupe avec des musiciens, de voir une pièce de théâtre, et il y a plein d'étudiants qui m'ont dit bah, c'était super parce que finalement j'avais jamais vu de pièce de théâtre. Bon, donc je veux dire on a aussi éveillé la curiosité d'un certain nombre et puis de briser un peu la solitude. C'est souvent ce que je disais aux étudiants. Vous êtes dans la résidence, là vous êtes tout seul dans votre chambre de 9 mètres carrés. Bon, on peut être un peu déprimé, hein, ses parents sont loin, enfin bon. Ben, vous descendez, vous venez, c'est gratuit,
Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours sortir et retourner dans votre chambre, contrairement au spectacle où si vous y allez, même si c'est entre parenthèses chiant, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout parce que vous n'avez plus le droit de sortir de la salle. Donc voilà, on a permis aussi à des gens, et ça c'était une forme d'investissement. J'ai eu des gens qui m'ont écrit, j'ai gardé tout ça, je sais pas ce que ça deviendra après ma mort, ça d'ailleurs, mais des petits mots de remerciement en disant est-ce que c'était bien, on est venu à des trucs qu'on n'aurait jamais vus, on a fait des débats, on a fait des trucs qui étaient vraiment très sympas, quoi. Donc voilà, donc c'est parmi tous les investissements, c'est celui-là. Est-ce que vous pourriez nous faire part d'un événement marquant, en tout cas d'un moment important dans votre carrière? Un jour où Disons, vous en souviendrez toujours. oui, enfin il y en a eu plusieurs, il y a toujours des éléments, des éléments intéressants. C'est que alors d'abord, enfin il peut y en avoir plusieurs, tant pis, hein. Le concours de nouvelles du Crous, enfin la création du concours de nouvelles du Crous. En 2015, on était à plus de 30 000 nouvelles écrites. Bon, j'allais dire, c'est un peu grâce à moi quand même. Ce qui n'est pas rien, hein. 30 000, c'est comme si, ce que j'avais écrit une fois, c'est comme si la ville de Vienne dans l'Isère, ou je ne sais plus laquelle, tout le monde avait écrit, hein. Pareil, il y a des gens qui n'auraient peut-être jamais écrit, et puis on leur a dit vous écrivez, etc. Donc ça, j'ai trouvé que ça quand même très intéressant pour moi, et ça m'a permis aussi, à titre personnel, dans le cadre de ce concours, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés, des écrivains très connus. Alors, je sais pas, je vais vous en citer quelques-uns, mais Alexandre Jardin, bon, voilà, j'ai rencontré Bec BD, mais il y en a des quantités, quoi, que j'ai. Irène Frein. Donc ça, c'était un peu des moments extraordinaires, quoi, parce que c'est quand même des gens qui sont très connus en France, quoi, hein. Et puis, c'était toujours des rencontres très fournies, très intéressantes. Un autre que je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand même pratiquement un des auteurs de polar qui en a vendu le plus, c'est Franck Tillier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Donc ça, c'était des moments privilégiés quand même, incontestablement. D'autres moments, d'autres moments privilégiés, ça a été donc effectivement tout ce qu'on a organisé au Cabaret du Sully, c'est-à-dire le théâtre, des concerts. Bon, il y a eu des concerts qui ont marché vraiment du tonnerre, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe, c'est un groupe du Nord, Les Mauvaises Langues. Non, ça vous dit rien. Je connais de noms. De nom, voilà. C'est un très très bon groupe, hein. Enfin, pour moi, c'est un très bon groupe qui mériterait d'être nationalement connu, mais bon. Eh ben, voilà, c'est pareil. Il y a eu un monde fou qui était venu au Sully pour un concert des Mauvaises Langues, mais on n'a pas fait que les Mauvaises Langues, on en a fait plein. Ça, c'était des moments privilégiés parce qu'on voyait que les étudiants étaient super contents d'être là. Et puis, on va dire dernière chose pour citer quelques éléments. Dans le cadre du financement de projets étudiants, alors on en a vu, je crois que j'en ai vu 600 ou 700. Hein. Il y a quelques projets que je n'ai pas oubliés parce que, comment dirais-je, les auteurs de ces projets ont sorti leur épingle du jeu dans leur vie professionnelle. Il y en a un, c'est celui qui s'appelle, enfin, les rencontres audiovisuelles de Lille. Je ne sais pas si ça vous dit, c'est eux qui organisent les mappings à Lille. Et j'ai un lieu qui s'appelle l'Hybride à Lille. Bon, rencontres audiovisuelles de Lille. Donc, ça, c'est des gens qu'on a aidés. Au départ, c'était très, très modeste leur projet. C'est-à-dire, ils faisaient une vidéo, un petit court-métrage, comme ça. Bon. Puis un jour, voilà, ils se sont lancés, ils ont un lieu, ils font des mappings, ils font une opération qui s'appelle Ciné-Soupe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une projection de court-métrage dans je ne sais pas combien de communes du Nord et du Pas-de-Calais. Deuxième exemple dans la culture, j'ai aidé un étudiant qui était de Valenciennes, il était en DUG je crois que ça s'appelait le DUG à l'époque. Ouais, peut-être. Je ne sais plus si c'était DUG ou pas. En audiovisuel à Valenciennes. Il s'appelle Fabrice Maruca, M-A-R-U-C-A, pour regarder sur Internet. Donc on l'a aidé un jour, comme ça, il est venu tout timide, présenter un projet de court-métrage.
on connaissait pas l'étudiant. Alors c'est toujours compliqué parce que vous allez aider financièrement un étudiant, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de savoir si ce qu'il va faire est intéressant. Et d'un autre côté, si vous ne l'aidez pas, il ne pourra pas faire le projet. Oui. Hein. Donc c'est un investissement, quoi. Il a fait un court-métrage qui s'appelait Aphone, qui était très drôle, parce que c'est un étudiant qui aime bien faire des choses. On l'a aidé. Il a vendu à Canal+, après ce truc. Mais aujourd'hui, ce Fabrice Maruca, qui a toujours dit, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce au Crous. Mais il a fait d'autres courts-métrages. Il a fait quelques scénarios de Un gars, une fille, je ne sais pas si vous connaissez, Oui. certainement. Et bien voilà, ça c'est un moment, quand ensuite on se dit, tiens, on est pour quelque chose là-dedans. Peut-être que si on ne l'avait pas aidé, il s'en serait pas sorti, quoi. Donc voilà, c'est des moments un peu, mais il y en a d'autres, hein, mais voilà, où on a l'impression d'avoir quand même été positif dans la vie des gens. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir sur les ateliers découvertes de la France que vous aviez évoqués plus tôt? Les quoi, les Découvertes Ah de oui. la France. Oui, donc pour un public particulier d'étudiants étrangers, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les boursiers de coopération, hein, donc d'abord, comme je vous l'ai dit, un suivi vraiment de A à Z. Donc, arrivés, on les accueillait, on les logeait. On devait contrôler aussi le bon déroulement des études, c'est-à-dire qu'on était en lien avec leur responsable d'études. Et puis donc, on organisait tout au long de l'année des découvertes. Alors, ça pouvait être des découvertes du Nord-Pas-de-Calais. On est allé visiter le musée des Beaux-Arts, la piscine à Roubaix, on allait au bord de mer, on allait, voilà. Et puis, on organisait toujours un séjour en France, une petite semaine. Alors, ça peut être, une fois, ça a été plusieurs fois dans le Jura, ça a été en Bretagne, ça a été en Dordogne. Donc, quand on est allé en Dordogne, ça a été toute une semaine de découverte de la Dordogne. Donc, à chaque fois, il y avait un enseignant là-bas, détaché dans le centre, qui organisait toute la semaine de conférences. C'était un historien, souvent. On a visité des Bastides, on a visité Sarlat, qui est une ville magnifique, etc. Et donc, c'était des moments extrêmement privilégiés, parce que, je vous dis, par exemple, vous voyez, bon, j'ai gardé ça, mais si on leur faisait toujours écrire à la fin du voyage des petites choses, et puis voilà, il y a même des Chinois là, qui nous disaient si je en Dordogne, voilà, merci Crous, voilà. Enfin, ça c'est des choses extraordinaires. Donc c'était à la fois pour eux un moment de découverte objective d'une région, mais surtout une façon de sortir du campus, hein, parce que bon. Quand vous êtes palestinien, vous êtes dans votre chambre de 9 mètres carrés et il faudrait y retourner. C'était une bouffée d'oxygène extraordinaire pour eux. Hein. Souvent, ils nous disaient. Hein. D'ailleurs, quand ils descendaient du car, quand on revenait, ils étaient un peu tristes. Hein. Mais du coup, ça permettait aussi, avec ce public particulier, d'avoir des relations administratives apaisées. C'est-à-dire, ils nous avaient connus dans un autre contexte. C'est un peu comme, presque dire, quand il y a un institut qui s'en va en classe verte avec des élèves, le rapport après la classe verte d'une semaine, elle est différente. Voilà. Donc, ça permettait aussi, finalement, des fois, de régler des problèmes administratifs avec eux, qui se posaient à eux, d'une manière plus apaisée, plus conviviale. Mais je sais que beaucoup ont retenu quand même ça, c'est-à-dire que même quand ils sont repartis, qu'ils sont venus nous dire au revoir, souvent ils étaient là 3-4 ans, une thèse, ça dure 3-4 ans, ils reparlaient de ces moments-là, qui étaient quand même un peu privilégiés. Beaucoup de ces étudiants m'ont invité à des soutenances de thèse. Je suis resté en contact avec quelques-uns d'entre eux, qui ont tous plus ou moins réussi. Il y en a un qui a travaillé à la NASA, bon, enfin voilà quoi. Hein. Et puis ils m'ont envoyé des petits mots en se souvenant de ces moments-là, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un moment important. Je vous remercie. Bon.